Partie 1. L'enfance et les rêves de Dembélé, fin. Je n'oublierai jamais ce jour où, pour la première fois, j'entendis mon nom scandé par des centaines de supporters. C'était un soir d'été à Rennes. Lors d'un match de championnat. J'avais été titularisé malgré mon jeune âge. Quand l'annonceur prononça « Ousmane Dembélé », une clameur monta des tribunes. Mon cœur battait si fort que j'eus peur qu'il éclate. Sur le terrain, j'étais nerveux, mais dès que le ballon toucha mes pieds, la peur disparut. J'accélérais, j'éliminais un défenseur, puis un autre. Le public se leva. J'avais l'impression de voler. À la fin du match, les journaux parlaient d'un « nouveau prodige ». Moi, je ne voyais que ma mère. Dans les tribunes, les yeux pleins de larmes. Pourtant, derrière les applaudissements, il y avait la dureté du quotidien. Les entraînements devenaient plus exigeants. Les critiques plus sévères. Trop fragile, disaient certains. Trop imprévisible, ajoutaient d'autres. Mais je savais que ma différence était ma force. Je n'étais pas un joueur comme les autres. Et je ne voulais pas l'être. Les voyages en bus, les repas pris à la hâte, les chambres partagées avec d'autres jeunes joueurs, tout cela faisait partie de mon apprentissage. Parfois, nous parlions jusqu'au milieu de la nuit de nos rêves, de nos peurs, de ce que nous ferions si nous devenions professionnels. Certains voulaient la gloire, d'autres l'argent. Moi, je voulais d'abord offrir à ma mère une maison, un foyer digne de son courage. Je me rappelle d'une soirée pluvieuse. Après un match difficile, je n'avais pas bien joué, et l'entraîneur m'avait réprimandé. Abattu, je rentrais dans ma chambre. Je pris mon téléphone et j'appelais ma mère. Sa voix, douce et ferme, me redonna espoir. Ousmane, même les plus grands échouent. Mais ce qui les distingue, c'est qu'ils se relèvent toujours. Ces mots devinrent ma devise. Peu à peu, ma notoriété grandissait. Les médias parlaient de moi comme d'un diamant brut. Les recruteurs étrangers commençaient à s'intéresser. Mais au fond de moi, je restais ce garçon de Vernon. Ce gamin qui jouait pieds nus dans la rue, sans penser à l'argent ni au contrat. La première fois que je retournai dans mon quartier en tant que joueur professionnel. Ce fut une fête. Les voisins m'accueillirent comme un héros. Les enfants couraient derrière moi, me demandant des autographes, des selfies. Je leur souris, mais au fond, je me voyais encore en eux. J'étais l'un d'eux. La seule différence, c'est que mon rêve avait commencé à se réaliser. Un soir, alors que je marchais seul dans les rues de Vernon, je repensais à mon parcours. Les souvenirs affluaient, mes jongles sous le regard amusé des voisins. Mes pleurs discrets à Rennes, les sacrifices de mes parents. J'eus les larmes aux yeux. Je compris que mon histoire n'était pas seulement la mienne. Elle appartenait à tous ceux qui avaient cru en moi, à tous ceux qui avaient partagé mes peines et mes joies. À ce moment-là, je fis une promesse silencieuse, quoi qu'il arrive. Je resterai fidèle à mes origines. Je ne laisserai jamais la gloire m'éloigner de mes racines. C'est ainsi que se clôt mon enfance. Une enfance faite de rêves et de manques, de dribbles et de larmes, de victoires et de blessures invisibles. Une enfance qui, sans le savoir, avait déjà forgé l'homme et le joueur que je deviendrais. J'étais prêt à quitter le cocon protecteur, prêt à affronter le monde. Et le monde, bientôt, allait apprendre mon nom. Partie 2, Dortmund et l'éveil de l'Europe, fin. Les semaines passaient, et chaque match semblait confirmer ma place dans ce monde nouveau. Je me souviens d'une rencontre en Ligue des Champions. Contre le Real Madrid, je n'avais que 19 ans. Mais sur le terrain, je me sentais l'égal des plus grands. Face à Marcelo et Ramos, je n'avais pas peur. J'osais, je driblais, j'attaquais, même si nous n'avions pas gagné. Ce soir-là, je compris que je pouvais rivaliser avec l'élite. La presse allemande m'encensait, Dembélé, la pépite venue de France. Les comparaisons fusaient. Certains me voyaient comme le nouveau Ribéry. D'autres comme un héritier de Cristiano Ronaldo par mon explosivité. Mais moi, je ne voulais ressembler à personne. Je voulais être Ousmane Dembélé. Simplement. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Les entraînements étaient parfois des champs de bataille. Thomas Tuchel exigeait de moi une discipline tactique qui me pesait. Ousmane, tu dois défendre plus, criait-il souvent depuis la touche. Moi, j'avais envie de liberté, de courir, de créer, mais j'apprenais à écouter, à obéir, à comprendre que le football n'est pas qu'une question de génie individuel, mais un jeu collectif. Les supporters, eux, m'adoraient, chaque fois que je touchais le ballon. Une vague d'excitation parcourait les tribunes. Certains enfants venaient au stade avec mon maillot floqué du numéro 7. Cette affection me donnait des ailes. J'avais l'impression de devoir leur rendre, à chaque match, la foi qu'ils mettaient en moi. Pourtant, derrière les projecteurs, la solitude persistait. Les nuits étaient longues dans mon appartement silencieux. J'appelais souvent ma mère, lui racontant mes matchs, mes joies, mes frustrations. Elle me rappelait toujours de rester humble, de ne jamais oublier qui j'étais. Ces mots étaient mon ancrage, ma boussole. Un moment marquant de cette saison fut la demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Nous affrontions le Bayern Munich, une machine presque invincible. Personne ne croyait en nous. Mais ce soir-là, j'étais dans un état de grâce. Je marquai un but splendide, éliminant 2 défenseurs avant de frapper du gauche. Nous gagnâmes, contre toute attente. Dans le vestiaire, la fête fut mémorable. Je me sentais invincible. Et puis vint la finale. Contre Francfort, une soirée que je n'oublierai jamais. Devant 70 000 spectateurs, je marquais encore. Nous remportâmes la coupe. À 19 ans, je soulevais mon premier trophée majeur. Quand je levais la coupe, mes mains tremblaient. Je pensais à Vernon, à ce gamin pieds nus qui rêvait devant une balle dégonflée.
Le chemin parcouru me donnait le vertige. Ce titre changea tout. L'Europe entière voulait de moi. Les dirigeants de Dortmund faisaient tout pour me garder. Mais les appels de Barcelone se faisaient insistants. Le Barça, ce club mythique, celui de Messi, Iniesta, Neymar. Comment résister à un tel appel? Les semaines suivantes furent tumultueuses. Les négociations, les rumeurs, la pression médiatique. Je sentais que mon temps à Dortmund touchait à sa fin. Les supporters étaient partagés, certains m'en voulaient de vouloir partir si tôt. D'autres comprenaient que le Barça représentait un rêve impossible à refuser. Le dernier match que je disputais sous le maillot jaune et noir fut chargé d'émotions. Quand je quittais la pelouse, les supporters se levèrent pour m'applaudir. J'eus les larmes aux yeux. Dortmund m'avait tout donné, une scène, une confiance, une identité nouvelle. C'était ici que j'étais devenu un homme. Je pris alors conscience d'une vérité. Chaque étape de ma vie avait été un tremplin vers la suivante. Vernon m'avait appris le courage. Rennes, la discipline. Dortmund, la grandeur. Et maintenant, Barcelone m'attendait, avec ses promesses de gloire et ses ombres que je ne soupçonnais pas encore. Je quittais l'Allemagne avec un mélange de fierté et de nostalgie. Dans l'avion qui m'emmenait vers la Catalogne, je regardais par le hublot et pensais, merci. Dortmund, tu as été ma naissance en tant que joueur. Désormais, il est temps d'affronter le monde. Partie 3, Barcelone. Blessures et doutes. Quand je posais le pied pour la première fois à Barcelone, le soleil catalan baignait la ville d'une lumière dorée. J'avais 20 ans, et un transfert record qui me mettait soudain au centre de toutes les attentions. La présentation au Camp Nou fut un rêve éveillé, 50 000 supporters venus me voir jongler. Sourire, posé avec le maillot blaugrana. Je levais la main, intimidé mais fier. Dans ma tête résonnaient des noms mythiques, Cruyff, Ronaldinho, Messi, et maintenant, Dembélé. Mais derrière les flashs, je sentais déjà le poids immense de l'attente. Les journaux titraient, le successeur de Neymar est arrivé. Comment porter une telle étiquette? Neymar, c'était la magie incarnée, l'insouciance brésilienne. Moi, j'étais encore ce gamin de Vernon, avec mes dribbles imprévisibles mais aussi mes maladresses. Mes premiers jours furent grisants. L'accueil de Messi, surtout, me marqua. Il vint vers moi, simple, chaleureux, comme un grand frère. Tranquille, Ousmane, ici tu dois juste jouer ton football, me dit-il avec ce sourire timide. Ces mots me rassurèrent, mais la vérité, c'est que j'étais terrifié, car la Liga n'est pas la Bundesliga. Ici, chaque geste est scruté, chaque erreur amplifiée, et très vite, la malchance frappa. Lors d'un match contre Retafe, à peine quelques semaines après mes débuts, je ressentis une douleur fulgurante à l'arrière de la cuisse. Une déchirure, verdict, plusieurs mois d'absence. Ce fut comme un coup de massue. Moi qui rêvais d'enchaîner les dribbles au Camp Nou, je me retrouvais enfermé dans une salle de rééducation. À compter les jours, la presse ne fut pas tendre. Dembélé, fragile comme du cristal, écrivait-il. Certains disaient déjà que le Barça avait fait une erreur en dépensant tant d'argent pour moi. Je luttais, chaque matin, je me levais pour courir sur un tapis, pour renforcer ma jambe, pour retrouver ma vitesse. Mais le plus difficile, ce n'était pas la douleur physique, c'était la solitude. À Barcelone, malgré le soleil, je me sentais dans l'ombre. Les entraînements sans moi, les matchs que je regardais depuis le banc, j'avais l'impression de disparaître. Quand je revins enfin sur le terrain, j'étais comme un lion sorti de cage. Mais le corps ne suivait pas toujours. Trop pressé de briller, je rechutais. Encore une blessure, puis une autre. Les médecins secouaient la tête. Les journalistes parlaient d'un joueur, en vert. Un soir, seul dans mon appartement, je me regardais dans le miroir. Les critiques résonnaient dans ma tête. Flop, gaspillage, espoir perdu. Je me demandais, étais-je vraiment fait pour ce club? Pour ce niveau? Et si mon histoire devait s'arrêter là? Dans un échec retentissant. Mais au fond de moi, une voix murmurait non. Tu n'as pas traversé tout ce chemin pour abandonner maintenant. Je repensais à ma mère. À ses sacrifices, à mes amis d'enfance qui croyaient en moi. Je n'avais pas le droit de céder. Petit à petit, je changeais. Je compris que le talent seul ne suffisait pas. Il fallait de la rigueur, de l'hygiène, du travail invisible. Je modifiais mon alimentation. Je pris au sérieux les étirements. Je passais plus de temps avec les kinés. Ce n'était pas naturel pour moi, mais c'était nécessaire. Sur le terrain, il y eut aussi des éclairs. Des buts magnifiques, des dribbles fous. Le Camp Nou vibrait parfois à mes gestes. Mais ces moments étaient trop rares. Noyés dans mes absences, les supporters commençaient à perdre patience. Certains sifflaient même mon nom. Je faisais semblant de ne pas entendre. Mais chaque sifflet était une blessure de plus. Plus profonde que celle de mon corps. Puis arriva l'année la plus sombre, Messi partit. Le Barça entra dans une période de chaos. Les défaites s'accumulaient, les critiques se multipliaient. Et moi, je n'étais pas prêt à endosser ce rôle de leader que beaucoup attendaient. J'étais encore en construction, fragile. Un soir, après une énième blessure, je me retrouvais seul dans le vestiaire vide du Camp Nou. Les lumières s'éteignaient peu à peu. Je pris mon téléphone et appelai ma mère. « Maman, j'ai peur », murmurai-je. Elle garda un silence, puis dit d'une voix douce. « Ousmane, rappelle-toi qui tu es. Tu es mon fils. Tu es le garçon qui n'a jamais abandonné. Le monde peut douter, mais toi, tu ne dois jamais douter. » Ces mots furent comme un baume. Je décidai de me battre encore. Peu à peu, les choses évoluèrent.
L'arrivée de Xavi comme entraîneur changea ma perspective. Lui croyait en moi, malgré tout. Tu es spécial, Ousmane. Si tu travailles, tu peux devenir le meilleur du monde, me dit-il un jour. Ces phrases, je les gravais dans mon cœur. Je recommençais à jouer avec plus de liberté, plus de constance. Les blessures me laissaient enfin un répit. Le public, d'abord sceptique, commença à m'applaudir de nouveau. Un but contre Séville, un triplé de passes décisives contre Villarreal. Je sentais que je renaissais. Mais il manquait encore une chose, la confiance totale, la continuité, et peut-être, aussi, un nouvel environnement, car à Barcelone, malgré mes efforts, je restais prisonnier d'une étiquette, celle du transfert trop cher, du joueur fragile. Quand l'opportunité du Paris Saint-Germain se présenta, j'hésitais, quitter le Barça, ce club qui m'avait tant fait souffrir mais aussi tant appris. Ce n'était pas une décision facile. Pourtant, au fond de moi, je savais que pour grandir, il fallait parfois partir. Ainsi s'achevait mon chapitre barcelonais. 8 années de haut et de bas, de blessures et de résurrection. En quittant la Catalogne, je laissais derrière moi des souvenirs amers et précieux. J'étais venu comme une promesse. Je partais comme un survivant. Et à Paris, une nouvelle page m'attendait, une page où je devrais prouver, enfin, que je pouvais être non seulement un talent, mais un champion. Partie 4, Paris, Renaissance et Ballon d'Or 2025. Quand j'atterris à Paris, l'air avait un goût familier. La langue, la culture, la proximité de ma famille. Tout cela me réchauffait le cœur. Mais je savais que le PSG n'était pas un refuge. C'était un volcan en perpétuelle ébullition. Ici, les attentes étaient démesurées, gagner la Ligue des Champions. Rien de moins. La présentation au Parc des Princes fut plus sobre qu'à Barcelone. Mais l'énergie était différente. Les ultras chantaient mon nom. Certains brandissaient déjà des banderoles, « Bienvenue Ousmane. Rends-nous la gloire ». Je ressentis à la fois de la fierté et une énorme pression. Mes premiers pas sous le maillot parisien furent libérateurs. Je retrouvais une vitesse, une explosivité que j'avais cru perdue. À l'entraînement, Luis Enrique me faisait confiance, me plaçait libre sur le flanc droit, là où je pouvais faire le plus mal. « Joue, Ousmane, tu es né pour ça », me répétait-il. Et je jouais, les dribbles revenaient, les sourires aussi. Dans le vestiaire, je me liais rapidement d'amitié avec Kylian Mbappé. Lui comprenait mes blessures, mes doutes, car il portait lui aussi le poids des attentes. Nous parlions souvent après les matchs. « Tu verras, Ousmane, à Paris, si tu donnes tout, les gens t'aimeront vraiment », me dit-il un soir. Ces mots furent prophétiques. La saison 2024 à 2025 fut celle de ma renaissance. Dès les premiers mois, je sentis que quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus le jeune talent fragile, ni le joueur étiqueté comme un flop. J'étais un homme, déterminé à écrire son histoire. En Ligue 1, je régalais, chaque week-end, mes accélérations déchiraient les défenses. Mes passes décisives trouvaient Mbappé ou Gonzalo Ramos. Les statistiques s'accumulaient, buts, assists, dribbles réussis, mais plus que les chiffres. C'était mon influence qui frappait les esprits. Je devenais indispensable, le moteur créatif de l'équipe. Puis vint la Ligue des Champions. La compétition maudite pour Paris. Chaque match était un examen. Chaque victoire un souffle d'espoir. En 8e de finale contre Manchester City, j'offris une prestation inoubliable, un but et 2 passes décisives. Les journaux titrèrent « Le PSG a trouvé son magicien ». En quart contre le Bayern Munich, je marquais encore, une frappe du gauche, enroulée dans la lucarne, qui fit exploser le Parc des Princes. Ce but, je le vécus comme une délivrance. Toute la douleur de mes années de blessure semblait s'évacuer dans cette frappe. La demi-finale contre le Real Madrid fut le plus grand test. Le Bernabéu, ce temple impitoyable. Mais ce soir-là, j'étais prêt. Je provoquais un penalty. Je délivrais une passe décisive à Mbappé. Nous éliminâmes le Real. Un exploit historique. Dans le vestiaire, les larmes coulaient. Nous savions que nous étions en train d'écrire une page éternelle. Et puis, la finale. Wembley, PSG contre Liverpool. Un stade incandescent. Un monde entier rivait sur nous. La peur, l'excitation, tout se mélangeait. Dès le coup d'envoi, je sentis que c'était ma nuit. Chaque ballon semblait coller à mes pieds. À la 25e minute, je pris de vitesse Robertson. Driblai Van Dijk et marquai d'un tir croisé. Le stade explosa. 1-0. Liverpool égalisa. Bien sûr, mais je ne doutais pas. À la 70e minute, je reçus une passe de Vitinha. J'éliminai 2 joueurs et centrai pour Mbappé. 2-1. Le coup de grâce. Quand l'arbitre siffla la fin, je tombais à genoux. Paris était champion d'Europe. Nous avions brisé la malédiction. Les larmes inondaient mes joues. Mes coéquipiers me sautaient dessus. Les supporters chantaient mon nom. Dans ce tumulte, une seule image s'imposa à moi, Vernon. Mon quartier, mes débuts, le gamin pieds nus avait conquis l'Europe. Cette victoire changea tout. On ne parlait plus de moi comme d'un joueur fragile, mais comme d'un héros, un leader. Les journaux titrèrent « Dembélé, de l'ombre à la lumière ». Puis vint l'automne 2025. La cérémonie du Ballon d'Or. Je n'osais pas y croire. Moi, parmi les finalistes aux côtés de Mbappé, Haaland, Vinicius, la salle du théâtre du Châtelet brillait de 1000 feux. Je portais un costume sobre, mais mon cœur battait à tout rompre. Quand Didier Drogba ouvrit l'enveloppe et prononça mon nom, le temps s'arrêta. Le Ballon d'Or 2025 est attribué à Ousmane Dembélé.
Je restais figé quelques secondes, incapable de bouger, puis je montais sur scène. Les jambes tremblantes, on me remit le trophée doré. Je le levai, et dans la salle, une ovation tonitruante éclata. Au micro, la voix étranglée par l'émotion. Je dis, ce ballon d'or, je le dédie à ma famille, à ma mère qui n'a jamais cessé de croire en moi, à mes entraîneurs, à mes coéquipiers, à mes supporters, mais surtout, je le dédie à ce petit garçon de Vernon qui rêvait avec un ballon crevé. Rien n'est impossible. Les larmes coulaient, mais c'étaient des larmes de joie. J'avais traversé les blessures, les doutes, les critiques, et aujourd'hui, j'étais au sommet du monde. Ce soir-là, en rentrant à Paris avec mon ballon d'or posé sur mes genoux, je compris que ce n'était pas une fin, mais un commencement, un rappel que le destin appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Et moi, Ousmane Dembélé, je n'avais jamais abandonné.